Donc le premier secrétaire du PCT, Pierre Ngolo, improvise publiquement une séance de réconciliation entre Jean-Dominique Okemba, Judéo, et moi, sous les regards de Justin Koumba, président de l'Assemblée, André Obami-Itou, président du Sénat, Firmin Ayessa, ministre d'État, directeur du cabinet chef de l'État, et de bien d'autres. Donc c'était une tentative de réconciliation, car Judéo me reprochait sur les propos tenus à RFI lorsque j'étais invité le 6 mai 2012 par Christophe Boisbouvier. Vous vous rappelez bien que j'avais dénoncé des inculpations des présumés auteurs des explosions du 4 mars 2012 en Pila. J'ai eu le courage de lui dire en face que je n'étais pas d'accord avec son acharnement à vouloir impliquer son adjoint, le colonel Marcel Ntsuru, dans l'affaire des explosions de Mpila. Donc une vive discussion a été engagée avant qu'elle soit interrompue par Pierre Ngolo, qui me ramènera à sa table. D'ailleurs, tous les deux avions mangé dans la même assiette, je dis bien, servi par son épouse. Maître Massengo Tiassé, bonjour. Bonjour. 3 mois après l'explosion meurtrière du camp militaire de Mpila, on apprend que 26 personnes, dont 23 militaires, sont inculpées et mises en détention dans le cadre de l'enquête sur la catastrophe. Est-ce que vous êtes satisfait? Oh, satisfait. Pourquoi être satisfait lorsque il y a une procédure qui est biaisée? Nous serions satisfaits s'il y avait une commission d'enquête internationale qui aurait pu mener cette enquête d'une façon sereine. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous présente, c'est en dehors des principes. On a l'impression qu'on revient sur le système du monopartisme où on met en place une commission d'enquête qui dépend carrément de la police politique. Parmi les 8 chefs d'inculpation retenus contre ces 26 personnes, il y a l'atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce que ça veut dire que l'explosion était un attentat? Mais puisque ceux qui ont conduit l'enquête l'ont déterminé ainsi, alors que c'est en contradiction avec ce que le président de la République avait lui-même annoncé le premier jour, c'est-à-dire le 4 mars, quand il a dit c'est un accident. Et aujourd'hui, il y a un revirement. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est aujourd'hui considéré comme atteinte à la sûreté de l'État. Le 9 mai, en effet, le président Sassou a déclaré à RFI, le matin de l'explosion, je n'ai pas du tout pensé à un coup d'État. Est-ce que depuis, il aurait changé d'avis? Mais éventuellement, puisqu'il a mis en place une commission d'enquête qui dépend de la police politique. Donc la police politique qui avait été bannie lors de la conférence nationale est revenue en force parce que cette affaire a été menée par le directeur général de la surveillance du territoire. Mais bien sûr, si l'enquête avait été menée d'une façon sereine et en suivant les procédures habituelles qui font d'un état de droit, c'est normal, ça ne me choque pas. Mais ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui auraient pu être entendus, qui ne sont pas entendus. Par exemple, Jean-Dominique Okemba, qui est le chef hiérarchique de Marcel Ntsuru, il devait être entendu puisque c'est la sécurité. C'est lui qui est le secrétaire général du Conseil national de sécurité. Alors Jean-Dominique Okemba, qui est le neveu du chef de l'État, est le numéro 1 des services secrets, et c'est donc son numéro 2, le colonel Marcel Ntsuru, qui est aujourd'hui le principal suspect dans l'enquête de la justice congolaise. L'avocat du colonel Ntsuru précise, mon client est accusé d'avoir volontairement incendié le dépôt de munitions. Est-ce qu'il serait accusé de complot? Mais dire qu'il est accusé de complot, ça c'est plutôt la commission qui va le montrer. Pour nous, nous pensons qu'il y a eu un accident et qu'il y a eu des boucs émissaires. C'est un problème de négligence. Est-ce que le colonel Ntsuru a des ennemis au sein de l'appareil sécuritaire? Ça, c'est tout à fait normal. Vous savez, quelqu'un qui a été gouverneur civil et militaire de Pointe-Noire lors des événements de 97, qui a empêché Pointe-Noire de tomber dans les mains des hommes de l'Issouba, ne peut qu'être qu'un rival potentiel des gens comme Jean-Dominique Okemba. Et je crois que, indépendamment de ce qu'on peut l'accuser effectivement dans l'affaire du Beach, mais c'est un bon soldat. Moi, je crois que c'est un problème de la confiscation du pouvoir. On veut prolonger le mandat parce que le problème qui se pose dans notre pays, c'est la confiscation du pouvoir par un clan. Puisque avec les députés qu'on va nommer, il va peut-être arriver à changer la Constitution. Et en changeant la Constitution, c'est pour pérenniser le pouvoir. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM.
Le mot du président. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé. Bienvenue à tous et à toutes aussi. Donc, lors de l'inauguration de ce lieu de recueillement, le samedi 22 mars 2014, beaucoup de personnes avaient souhaité qu'on y place des carreaux. C'est ce que j'ai donc fait avec une partie de l'argent en espèces que m'avait donné justement le ministre Raymond Moulou pour mon voyage. J'ai aussi changé 2 splits, l'un dans mon bureau et l'autre dans la salle des banquets, ainsi que le frigo de la cafétéria qui était déjà équipé, comme peuvent en témoigner certainement les militants des partis politiques qui venaient tenir leur réunion dans cette grande salle de conférence polyvalente avant ma rencontre avec le président Sassou Nguesso. C'est toujours les mêmes jaloux et haineux qui véhiculent les insanités sur mon patrimoine et celui du groupe Radio-Télévision des droits de l'homme. Ce sont ces tarés qui fredonnent la même chanson du mensonge appelée Unakwa Utata, comme disent les Lari, ce qu'on a toujours dit. Donc, c'est dire que on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont toujours dit. Unakwa Utata, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le cri de la haine, le son du mensonge, qui étouffe toute démonstration de preuve et de la vérité. En tout cas, dans une des émissions, je vous ai montré la provenance des fonds qui ont permis la construction, justement, du bâtiment de radio-télévision des droits de l'homme. Et n'oubliez pas que le réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, c'est un réseau panafricain et les fonds proviennent également des membres du conseil d'administration du Forum et de l'institution CIRAC, le comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme que je préside et qui est basée à Paris et à Genève. En tout cas, si j'avais reçu des millions de francs CFA dans les sacs d'Ingiri, j'allais immédiatement acheter un groupe électrogène de plus de 50 kVA nécessaire au fonctionnement des émetteurs du groupe FRTDH. Parce que je précise que nous avions eu des problèmes parce que le groupe électrogène qu'on utilisait était un groupe de 25 kVA, c'était pas suffisant par rapport à nos émetteurs et à l'éclairage, à l'utilisation d'ailleurs de ce qu'on avait dans le bâtiment. Je tiens donc à préciser que le président de la République donc m'a confirmé n'avoir jamais reçu ma demande d'aide médicale transmise par le bureau de la CNDH en décembre 2012. Il a d'ailleurs regretté cela. C'est pourquoi il m'a assuré de son assistance sanitaire. Celle-ci m'a été remise par le ministre Moulou, donc je le précise, en remettant cette subvention sanitaire qui est réglementaire pour tous les corps constitués de la République. Le chef de l'État n'a fait que réparer le préjudice que j'avais subi d'abord, depuis décembre 2012, et surtout suite à cette longue attente sans suivi médical. Mon passeport originaire n'a été établi que le jour de mon voyage. Je l'ai déjà dit, le 28 avril, grâce donc à l'implication personnelle du ministre de l'Intérieur, jusqu'à 16h30, le jour du départ, je ne l'avais pas encore. Il faut signaler que je n'ai pas réussi à me faire établir ou renouveler mon passeport diplomatique, qui était expiré depuis quelques mois, malgré ma rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Basile Ikwebe, mon codisciple de l'université Paris 11, où nous avons passé tous les deux le diplôme d'études supérieures spécialisées, le 2CS de diplomatie et administration des organisations internationales. Lui, il a fait en 1981 et moi en juillet 1983. Donc avec une option
sur la vulnérabilité des États pétroliers. Donc ma rencontre était strictement privée. C'était au chef de l'État qu'il revenait de rendre public notre longue conversation. Nous n'avons pas parlé de la Constitution, c'est vrai, comme je l'ai dit, en profondeur, parce que notre échange a eu lieu uniquement entre le président de la République et moi. Personne d'autre n'y a assisté, ni de près, ni de loin. Malgré cette rencontre avec le chef de l'État, nous n'avons jamais changé notre ligne éditoriale. Si certains Congolais ont peut-être peur d'exprimer leurs idées, mais au Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, FRTDH, nous ne censurons personne. D'ailleurs, nous avions intensifié nos critiques. À la Commission nationale des droits de l'homme, comme au Forum, je cherche toujours à faire appliquer les normes relatives aux droits de l'homme dans la vie quotidienne de tous les Congolais, où qu'ils se trouvent. Pour y parvenir, nous devons donc absolument collaborer avec le gouvernement aussi, les autorités judiciaires, les parlementaires et la force publique. À la Radio Forum, nous conférons aux individus l'autonomie nécessaire pour revendiquer leurs droits afin d'aider l'État à honorer ses obligations qui lui incombent en matière des droits de l'homme. En tant que partenaires de premier plan, nous, défenseurs des droits de l'homme, devrions attirer l'attention du gouvernement et particulièrement du chef de l'État sur les violations massives des droits de l'homme. C'est pourquoi j'ai exprimé la voix des sans-voix. Et d'ailleurs, cette notion de la voix des sans-voix, je suis l'auteur de cette notion parce que nous avons publié le premier journal à Paris en mai 1991, La Voix des sans-voix. C'était un organe qui était trimestriel et qui était en 3 langues, français, anglais et arabe. Mais, vous savez, on n'a plus de soutien pour continuer sa publication. Pour ceux qui aujourd'hui parlent La Voix des sans-voix, mais oui, c'est ce que j'ai ramené au Congo, justement, en 91 également, après la conférence nationale, en 92, en publiant le forum La Voix des sans-voix du Congo. Donc voilà, donc l'expression La Voix des sans-voix, qui aujourd'hui devient une expression pratiquement universelle, vient du CIRAC, donc de notre revue que nous avons publiée à Paris en 1991. Donc je ne pouvais donc pas rater cette belle occasion de rencontrer le président de la République, que je n'avais plus revu en tête à tête depuis, donc, comme je l'ai dit, depuis 2004, pour évoquer certaines situations et la frustration des Congolais. Malheureusement, tout n'avait pas été dit et épuisé compte tenu du temps limité par mon état de santé, parce que je vous ai dit que j'ai failli m'effondrer au cours de l'entretien. Est-ce que je n'avais plus assez d'énergie? Bon, bref. Nous ne sommes donc plus revus. Cependant, j'avais rencontré Firmin Ayessa sur invitation du président de la République, comme je l'ai dit. Et je me suis rendu également aux cérémonies de la municipalisation de l'Ipomo en jet privé, accompagné du ministre de l'Intérieur Raymond Boulou. Vous voyez comment on avait des bons rapports. Et d'ailleurs, j'ai voulu faire mieux. Avant cette municipalisation, en tant que président, je le dis, il faut que les gens comprennent d'où est sorti le problème des armes et tout. En tant que président par intérim de la commission, Maître Mbemba n'étant pas à Brazzaville, étant en France, bon, Thierry Ngombe, préparant je crois, son agrégation, était absent également de Brazzaville, donc j'assurais l'intérim de la commission. Un membre de la commission est venu me voir, originaire de la Bouenza. Ce membre de la commission est venu me voir, je ne vais pas citer son nom. Il me dit, maître, au moment où on parle, il y a le DGPN, c'est-à-dire que Jean-François Dengue, qui est en train de faire une opération de récupération des armes dans la Bouenza et tout. Mais chez nous, là-bas, dans mon secteur, il y a des gens qui ont caché des armes. Est-ce que tu ne peux pas demander au ministre Mboulou si, bon, voilà, s'il peut faire quelque chose?
Parce que sinon, ces gars risquaient de perturber justement la cérémonie de la municipalisation de la Lékoumou, donc à Sibiti, qui n'était pas très loin justement de la localité où on avait caché les armes. Donc il me l'a dit, j'ai fait mon petit rapport, j'ai envoyé au ministre Moulou, qui va donc dire, bon, vous allez procéder justement, vous pouvez aller récupérer les armes, demander à ce que, bon, pacifiquement, déjà les fonctions qu'on avait en tant que membre de la Commission nationale des droits de l'homme, c'était également veiller à ce qu'il y ait une paix sociale dans le pays, dans le respect des droits de l'homme. Donc, nous sommes partis. Malheureusement, nous n'avons pas pu récupérer les armes en question. Les gars nous ont dribblés. Bon. Mouyabi et les autres qui étaient originaires là-bas, qui savaient que ils étaient gênés. On est revenu bredouille. Donc, on n'a pas pu. Malgré les moyens que Moulou avait mis à notre disposition, moyens roulants et moyens financiers justement qui permettaient à ce que peut-être ces jeunes-là leur donnent de l'argent pour récupérer ces armes qu'ils avaient cachées. Moi j'ai dû même hypothéquer 3 des Jakarta là-bas justement pour peut-être permettre à ces jeunes de nous remettre ces armes. Malheureusement, on n'a pas réussi. Et parfois, d'ailleurs, je me pose la question, si c'est pas cette affaire qui a fait que détention des armes et tout, on a cru que finalement on avait eu des armes, mais en tout cas, Mouyabi vit, c'est Mouyabi, membre de la Commission nationale des droits de l'homme, qui était avec un de ses connaissances, qui connaissait justement les caches, qui connaissait les personnes qui cachaient les armes non loin justement de la région de la Lékoumou. Alors donc pour revenir à ma présence donc à Sibiti, où d'ailleurs je veux rencontrer 2 autres chefs d'institution. Il s'agit de Auguste Iloki, président de la Cour constitutionnelle, et puis celui qui vient de nous quitter, Apès, Charles Apès. Et je vous assure, Charles-Émile Apès, donc pendant le banquet officiel à Sibiti, dans la Lékoumou, j'étais assis d'abord, suivez bien, j'étais assis d'abord aux côtés du professeur Anselme Makumbunkuka, général à la retraite, il peut en témoigner, il est en vie. Ensuite, à côté du colonel Mouzabakani. Après, j'ai vu arriver Pierre Ngolo, premier secrétaire du PCT, me demandant d'être à ses côtés. Peu avant donc l'arrivée du président de la République et Madame Antoinette Sassou Nguesso, accompagnée de Madame Catherine Samba Panza, chef de l'État de transition de la République centrafricaine. À Brazzaville, accident ou attentat? Quelle est la nature de l'explosion du dépôt de munitions qui a tué officiellement près de 300 personnes le 4 mars dernier à Brazzaville? C'est la question qui se pose après la décision de la justice congolaise d'inculper 26 personnes, dont le numéro 2 des services de sécurité, le colonel Ntsuru. Réaction ce matin sur RFI du défenseur des droits de l'homme, Maurice Massengo Thiassé, 2e vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, un organisme d'État. Il est aussi le président du comité international pour le respect de la Charte africaine des droits de l'homme. Il est donc l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Maître Massengo Thiassé, bonjour. Bonjour. 3 mois après l'explosion meurtrière du camp militaire de Mpila, on apprend que 26 personnes, dont 23 militaires, sont inculpées et mises en détention dans le cadre de l'enquête sur la catastrophe. Est-ce que vous êtes satisfait? Oh, satisfait. Pourquoi être satisfait lorsque il y a une procédure qui est biaisée? Nous serions satisfaits s'il y avait une commission d'enquête internationale qui aurait pu mener cette enquête d'une façon sereine. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous présente, c'est en dehors des principes.
on a l'impression que on revient sur le système du monopartisme où on met en place une commission d'enquête qui dépend carrément de la police politique. Parmi les 8 chefs d'inculpation retenus contre ces 26 personnes, il y a l'atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce que ça veut dire que l'explosion était un attentat? Mais puisque ceux qui ont conduit l'enquête l'ont déterminé ainsi, alors que c'est en contradiction avec ce que le président de la République avait lui-même annoncé le premier jour, c'est-à-dire le 4 mars, quand il a dit c'était un accident. Et aujourd'hui, il y a un revirement. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est aujourd'hui considéré comme atteinte à la sûreté de l'État. Le 9 mai, en effet, le président Sassou a déclaré à RFI, le matin de l'explosion, je n'ai pas du tout pensé à un coup d'État. Est-ce que depuis, il aurait changé d'avis? Mais éventuellement, puisqu'il a mis en place une commission d'enquête qui dépend de la police politique. Donc la police politique qui avait été bannie lors de la conférence nationale est revenue en force parce que cette affaire a été menée par le directeur général de la surveillance du territoire. C'est une affaire qui aurait pu être menée par le ministère de la Justice pour faire la lumière. Accident ou attentat, quoi qu'il en soit, les 26 personnes inculpées ont tout un point commun. Avant le 4 mars, elles s'occupaient de la gestion des stocks de munitions. Est-ce qu'il n'est pas logique qu'un juge congolais les entende? Mais bien sûr, si l'enquête avait été menée d'une façon sereine et en suivant les procédures habituelles qui font d'un état de droit, c'est normal, ça ne me choque pas. Mais ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui auraient pu être entendus, qui ne sont pas entendus. Par exemple, Jean-Dominique Okemba, qui est le chef hiérarchique de Marcel Ntsuru, il devait être entendu puisque c'est la sécurité. C'est lui qui est le secrétaire général du Conseil national de sécurité. Alors Jean-Dominique Okemba, qui est le neveu du chef de l'État, est le numéro 1 des services secrets, et c'est donc son numéro 2, le colonel Marcel Ntsuru, qui est aujourd'hui le principal suspect dans l'enquête de la justice congolaise. L'avocat du colonel Ntsuru précise, mon client est accusé d'avoir volontairement incendié le dépôt de munitions. Est-ce qu'il serait accusé de complot? Mais dire qu'il est accusé de complot, ça c'est plutôt la commission qui va le montrer. Pour nous pensons qu'il y a eu un accident et qu'il y a eu des boucs émissaires. C'est un problème de négligence. Est-ce que le colonel Ntsuru a des ennemis au sein de l'appareil sécuritaire? Ça, c'est tout à fait normal. Vous savez, quelqu'un qui a été gouverneur civil et militaire de Pointe-Noire lors des événements de 97, qui a empêché Pointe-Noire de tomber dans les mains des hommes de l'Issouba, ne peut qu'être qu'un rival potentiel des gens comme Jean-Dominique Okemba. Et je crois que, indépendamment de ce qu'on peut l'accuser effectivement dans l'affaire du Beach, mais c'est un bon soldat. Moi, je crois que c'est un problème de la confiscation du pouvoir. On veut prolonger le mandat parce que le problème qui se pose à notre pays, c'est la confiscation du pouvoir par un clan. Puisque avec les députés qu'on va nommer, il va peut-être arriver à changer la Constitution. Et en changeant la Constitution, c'est pour pérenniser le pouvoir. Alors en plus de ces 26 inculpés, il y a 2 avocats en prison depuis 2 mois. Ce sont maître Hervé Ambroise Malonga et maître Gabriel Ombessa. Tous 2 défendaient justement le colonel Ntsuru. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Mais le délit dont on parle, c'est le fait d'avoir organisé une conférence de presse dans une caserne. Même s'il avait fait une conférence de presse dans un camp militaire ou dans une caserne, cela ne nécessitait pas une privation de liberté pendant 2 mois pour un délit aussi mineur. Moi, je crois que c'est un problème de règlement de compte. On voulait faire taire Maître Malonga, qui était le seul à pouvoir défendre Marcel Ntsuru. Il fallait intimider les avocats qui prenaient en charge ce dossier pour qu'ils ne disent pas certaines vérités. Après ces 26 inculpations, est-ce qu'il faut s'attendre à un procès dans un délai plus ou moins proche? Écoutez, moi je pense que la finalité c'est celle-là, c'est de faire un procès. Mais non, est-ce que ça sera la parodie de justice comme on l'a vu en mars 1977 lors des assassinats de Maria Ngouabi et autres, et ce qu'on a vu également lors du procès de Beach? C'est ce que nous craignons, parce que ça c'est le système. Après le drame du 4 mars, beaucoup de Congolais demandent des sanctions contre les responsables. Est-ce que ce procès pourra répondre à leur attente? Si c'est un procès qui se fait d'une façon régulière, oui, c'est tout à fait normal que les Congolais demandent que les coupables soient sanctionnés. Mais moi, je pense qu'on n'a pas fait le deuil du 4 mars. Et on organise le procès et on va organiser les élections. Mais c'est quoi ça, hein? Vous pensez que le pouvoir va faire organiser ce procès avant les législatives du 15 juillet? Mais bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Le procès est imminent. Si on avait fait notre deuil, on sait qu'il y a eu tant de morts, tant de gens disparus. Bon,
On peut faire le procès et les Congolais seraient soulagés. Mais on doit d'abord faire le deuil avant de faire le procès. Est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est réellement passé le 4 mars à 8h15 du matin? Vous savez, ce serait très difficile de le savoir tant que ce pouvoir sera en place parce que on est dans un régime qui triche. Nous ne pouvons pas construire un état de droit dans le mensonge. Maurice Massengo-Tiassé, merci. Maurice Massengo-Tiassé, vice-président de la Commission des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, il répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Donc le premier secrétaire du PCT, Pierre Ngolo, improvise publiquement une séance de réconciliation entre Jean-Dominique Okemba, Judéo, et moi, sous les regards de Justin Koumba, président de l'Assemblée, André Obami-Itou, président du Sénat, Firmin Ayessa, ministre d'État, directeur du cabinet chef de l'État, et de bien d'autres. Donc c'était une tentative de réconciliation, car Judéo me reprochait sur les propos tenus à RFI lorsque j'étais invité le 6 mai 2012 par Christophe Boisbouvier. Vous vous rappelez bien que j'avais dénoncé des inculpations des présumés auteurs des explosions du 4 mars 2012 en Pila. J'ai eu le courage de lui dire en face que je n'étais pas d'accord avec son acharnement à vouloir impliquer son adjoint, le colonel Marcel Ntsuru, dans l'affaire des explosions de Pila. Donc une vive discussion a été engagée avant qu'elle soit interrompue par Pierre Ngolo, qui me ramènera à sa table. D'ailleurs, tous les deux avions mangé dans la même assiette, je dis bien, servi par son épouse. On n'est jamais sûr dans ce genre de circonstances. Je rigole, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Pierre Ngolo en vie, il le sait. Bon, on se connaît, on a des bons rapports. Ce sont des médiocres seulement qui ne comprennent pas mon rôle de défenseur des droits de l'homme, l'assimilant à un partisan ou à un opposant politique. En réalité, un défenseur des droits de l'homme est quelqu'un qui défend n'importe quel droit fondamental au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc en tant que défenseur des droits de l'homme, je cherche avant tout à promouvoir et à protéger les droits civils et politiques, ainsi qu'à promouvoir et protéger et à mettre en œuvre les droits économiques, socioculturels. Je le dis toujours, j'insiste, pour moi c'est une récitation. Donc mes rapports, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas confondre les choses. Je peux avoir des rapports personnels avec quelqu'un qui est au pouvoir, mais ce sont des rapports personnels. Ça ne rentre pas dans le cadre du régime, du système que nous dénonçons. Et d'ailleurs, les défenseurs des droits de l'homme interviennent à propos de toutes sortes de situations en rapport avec les droits de l'homme. Par exemple, les exécutions sommaires, la torture, les arrestations ou détentions arbitraires, la discrimination, les problèmes d'emploi, le droit à l'éducation, comme je le dis toujours, également les disparitions forcées, l'accès aux soins de santé ou les déchets toxiques ou encore les effets sur l'environnement, la déforestation, parce que c'est aussi important puisque ça fait partie du crime d'écocide. Les défenseurs des droits de l'homme enquêtent sur les violations. Nous recueillons les informations et nous les communiquons. Nous pouvons par exemple aussi mener des actions pour mobiliser le public et les principaux acteurs de la scène politique et judiciaire afin de s'assurer qu'une suite est donnée à leur travail d'enquête et qu'une réponse est apportée aux violations des droits de l'homme. Et d'ailleurs, je le dis toujours, une violation des droits de l'homme ne cesse que lorsqu'il y a eu réparation, lorsqu'on a reconnu que cette violation n'existe plus. Donc nous faisons connaître les violations des droits de l'homme constatées en publiant régulièrement des articles, des documents sonores, des vidéos et des rapports. Qu'est-ce qu'on nous reproche? L'essentiel de notre activité consiste donc à aider les personnes dont les droits ont été violés. C'est ça que j'ai pu faire en 97 d'ailleurs. Parce que le 5 juin, après la guerre, je suis rentré au pays. Je suis rentré au pays le 31 octobre 1997.
avec une délégation des avocats, nous sommes allés jusqu'à Pointe-Noire, les gens nous ont vus, il y a des images. Et après, je suis descendu à Brazzaville pour chercher à replacer tous les ressortissants des pays du Niari, ce qu'on appelle communément le Nibolek. Il fallait bien qu'ils repartent dans leur localité. Notamment ceux de Diata, ceux de Moutabala, de Mfilou et autres, Makazou. C'est ce que j'ai fait. En fait, je suis allé dans cette intention et également pour rechercher s'il y avait des fausses communes, comme on en parlait. Et c'est là où, curieusement d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait des cachettes d'armes, des caisses, des obus et tout. Et ça, vous allez suivre les images. Si j'avais commencé par ça, avant de vous parler de ce que j'ai vu en 98, j'aurais pu dire, voilà, ils s'acharnent contre l'Issouba. Non, mais parce que c'est programmé. Pour moi, j'ai des preuves, et ce sont ces preuves-là que je vous présente chaque fois. Parce que l'essentiel de l'activité d'un défenseur des droits de l'homme consiste donc à aider les personnes dont les droits sont violés ou ont été violés, en enquêtant sur les violations et en les signalant. Nous contribuons également à y mettre un terme en empêchant qu'elles ne se reproduisent plus. Et nous assistons également aussi les victimes devant les tribunaux. Aujourd'hui, quand les gens nous parlent, mais celui-là, on le voit avec un gilet en train de, dans un terrain hostile, que ce soit les journalistes et tout le monde, même les représentants de l'ONU ont des gilets pare-balles. Les personnalités qui vont sur un terrain dangereux, ils ont des gilets pare-balles. Donc ne racontez pas des histoires. Nous agissons parce qu'il y a des règles. C'est justement cette méconnaissance des choses qui font qu'on raconte n'importe quoi dans la société. Cette haine. Mais informez-vous. Parce que nous agissons pour défendre le principe de responsabilité et mettre fin à l'impunité. Nous agissons en exerçant une pression sur les autorités et en exhortant l'État à intensifier ses efforts en vue de s'acquitter de ses obligations internationales en matière des droits de l'homme. Parce que les États ont contracté, en ratifiant les instruments internationaux, des accords. Donc mon combat est celui de traduire justement en justice les auteurs des violations, par exemple en dispensant aux procureurs, juges et policiers une formation dans le domaine des droits de l'homme. On ne peut donc pas contester mon engagement en faveur d'une meilleure gouvernance et d'une meilleure politique. J'insiste sur la bonne gouvernance pour la démocratisation et la lutte contre la corruption et l'abus de pouvoir. C'est pourquoi il est important d'encourager et d'être aux côtés de ceux qui sont pour le respect des droits fondamentaux et la bonne gouvernance. Ainsi, par leurs nombreux passages à la radio-télévision, nous avons permis de faire connaître le combat également de Modeste Boukadia, Paulin Makaya et de bien d'autres. Clément Mirassa passait souvent à Radio Forum et bien d'autres. Aujourd'hui, ce bâtiment que vous avez vu, mais c'est le réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, est une fédération d'associations à but non lucratif qui a pour objet, sur toute l'étendue du continent africain, la radiodiffusion sonore et la radiodiffusion visuelle. Ce réseau a été décidé par le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1992 à Genève. Le projet a vu le jour grâce, d'une part, à une subvention du CIRAC accordée par le président de la Jamaïra arabe libyenne, je l'ai dit souvent, le colonel Muammar Kadhafi, et d'autre part, par les membres du conseil d'administration que nous sommes, et puis par également
des subventions que nous avons reçues de l'État suisse. D'autres aussi se sont interrogés, oui, voilà, Maître Tchassé, finalement, quelles sont les affaires qu'il a eues? Écoutez, pour quelqu'un qui aujourd'hui a 72 ans, qui est avocat depuis 87, il peut prendre sa retraite. Je suis devenu un jurisconsulte. Vous savez même le métier d'avocat. Il y a des avocats plaideurs. Vous le savez bien. Il y a ceux qui sont des jurisconsultes. Il y a ceux qui se limitent justement à la rédaction des actes ou à fournir des conseils. Je vais insister peut-être sur trois grandes affaires. L'affaire des enfants Bagaza en mai 1988 au Burundi, où j'ai plaidé pour les enfants de la ravissante Belle Fausta avec Jean-Baptiste Bagaza, son mari, ancien président de la République du Burundi, de 1976 à 1987, mort à Bruxelles le 4 mai 2016. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur cette blonde dame qui a eu le courage, en s'agenouillant devant et demander pardon au Burundais et à son président de l'époque, Pierre Nkurunziza, pour toutes les erreurs commises par son défunt mari. D'ailleurs, en tant qu'avocat du couple Bagaza, son mari voulait se servir de ma présence pour dire que ces 4 filles qui étaient en pleine santé scolarisées à Bujumbura, sous la bienveillante attention de son cousin Buyoya, tous deux d'ailleurs nés pratiquement dans le même village, la province Boutouri. Le président Buyoya, à l'époque, qui avait renversé le colonel Bagaza, qui m'avait également reçu, avait dit que ces enfants, ce sont mes enfants. Je ne peux pas les maltraiter. Si vous voulez, maître, amenez-les à Kampala où résident leurs parents. Et les parents ne voulaient pas ça. Et d'ailleurs, il y a eu une brouille. Jeune Afrique s'était même fait un large écho de ma brouille avec Jean-Baptiste Bagaza, qui avait refusé que ses filles rejoignent leurs parents réfugiés à Kampala ou en Ouganda, où j'ai été appelé par l'ancien président déchu, parce que j'étais leur avocat. Et d'ailleurs, courageusement, j'ai dit, je me dessaisis de cette affaire, car il tenait à tout prix à m'instrumentaliser pour continuer et dénoncer le pouvoir de Buyoya. Donc, en dehors de cette situation qui a failli séparer le couple Bagaza, d'ailleurs, le colonel Jean-Baptiste Bagaza, parce que la madame Bagaza, Fausta Bagaza, tenait à tout prix à ce que ses enfants viennent. Mais le mari, non. Son mari voulait se servir justement de la présence de ses enfants à Bujumbura pour faire la pression, montrer qu'il y avait violation des droits et notamment, je voulais pas être ridicule. En tout cas, je vous montre ce journal de Jeune Afrique qui était sorti, il y a eu 4 pages sur moi à l'époque. Parce que Bagaza également avait fait comprendre que j'étais de mèche avec le pouvoir. Pourquoi je n'avais pas réglé ce problème? Mais en fait, quel problème? Parce que lui, il avait dénoncé que ses enfants subissaient des mauvais traitements, donc il fallait bien les défendre, les sortir de là. Et ce que j'avais obtenu, malheureusement, eux, ils ont refusé de prendre leurs enfants. En tout cas, en dehors donc de cette situation donc, qui a failli ternir ma réputation et qui m'a permis aussi d'être célèbre, parce qu'après cela, il y a eu cette affaire que j'ai eue aussi d'Air Afrique, parce que j'ai également plaidé à la Cour pénale fédérale de Lausanne, en Suisse,
en février 1989 dans l'affaire du détournement du vol Air Afrique RK55 DC-10 du 24 juillet 1987 en faveur de l'équipage qui avait ceinturé le pirate Hussein Hariri. Et il y avait aussi l'affaire de que vous connaissez bien, l'affaire de l'opposant gabonais Pierre Mamboundou, que j'ai défendu, et j'ai été refoulé à l'aéroport par le régime de Omar Bongo. Ils m'ont tabassé, je suis rentré blessé et tout, il y a même un procès verbal. J'ai failli porter plainte. On m'a calmé et tout, bon, mais en fait, à l'époque, donc, le barreau de Paris avait pu surseoir, parce que Bongo, d'ailleurs, avait comme avocat Maître Vergès. Puis en dehors de ça, j'ai toujours été membre du groupe des avocats, ami du Front Polisario pour l'indépendance du peuple sahraoui. En 1990, nous avons constitué un dossier à l'ONU pour l'autodétermination des Sahraouis. Qu'aujourd'hui, le président Emmanuel Macron, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, il est allé contre justement les us et coutumes des Nations Unies qui avaient adopté une résolution pour que le peuple sahraoui soit consulté au lieu de donner gratuitement justement cette partie du Sahara occidental qui était le Sahara d'ailleurs espagnol. Les Espagnols donnent l'indépendance à cette partie du Sahara occidental et le Maroc a déclenché une guerre. Et aujourd'hui, les trafics qu'il y a sur le plan international ne respectent même plus les normes. On a vu Trump aller signer des accords au cours de son premier mandat avec les pays arabes et puis Israël pour favoriser le Maroc à ce que le Maroc soit soutenu pour son affaire du Sahara occidental. Et là, dans ce sens-là, je donne raison à l'Algérie qui maintient la position. Et d'ailleurs, le Sahara occidental est un État membre de l'UA, de l'Organisation de l'Unité africaine. Ils ont ratifié tous les textes. Moi, je ne vois pas pourquoi le Maroc ne peut pas accepter que ce petit territoire soit autonome. C'est ça aussi. Ou bien il crée une grande association. C'est toujours comme ça. Mais on ne peut pas laisser ce peuple entre les mains d'une puissance africaine qui va coloniser les Sahraouis. On ne va pas continuer à mourir au prétoire. Non, il faut savoir s'arrêter. Donc on peut changer, on peut continuer à être avocat en tant que juriste consulte. Et c'est ce que nous faisons justement. Parce qu'il faut dire une chose. Et lorsque le président Kadhafi nous a pris comme avocat pour faire libérer ces prisonniers militaires libyens qui étaient au Tchad, c'était également un combat. C'est un combat. On n'est pas obligé parfois de passer par les prétoires pour faire des plaidoiries, non. Ça peut être des actes écrits qu'on dépose, des mémoires, et puis au vu de cela, il y a règlement du problème. Donc il ne faut pas induire les gens en erreur. Jaloux de notre passé, de ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, un gamin qui a 30 ans, il ne peut pas connaître ce que j'ai fait il y a 37 ans ou il y a 40 ans. C'est vraiment malheureux pour quelqu'un qui a prêté serment en 87 et en face de lui, il se trouve avec des gens qui ont prêté serment peut-être en 2007 ou en 2010. Mais c'est pas la même chose. C'est un métier très difficile, qui est très prenant. Il faut travailler. Je l'avais dit une fois à quelqu'un, qu'aujourd'hui, être dans un cabinet d'avocat avec ce que je fais, je prenais des risques également de me faire charcuter par quelqu'un qui serait envoyé par le pouvoir de Sassou
que nous fustigeons. En tout cas, merci pour ceux qui nous ont suivis. Allez, à bientôt. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, la